Tous les judokas te diront, tu peux faire la meilleure prépa physique que tu veux, tu vas faire un combat de judo, si tu n'as pas fait de judo depuis un moment, tu es explosé. C'est l'environnement qui nous crée nos contraintes. Donc, si on est adapté qu'à un seul environnement, on est adapté qu'à un seul type de contrainte. Et on en revient en fait finalement à la spécificité. Ouais. Le gars qui s'entraîne toute l'année mais qui fait jamais de compétition, c'est pas sûr que ça soit un bon compétiteur. Si on divise le poumon en 3 étages, on n'est que dans cet étage-là. Et on va aller jamais bosser les étages du dessous. On va jamais aller ouvrir nos alvéoles vers le bas. Il ne faut pas croire que l'air il va aller jusque dans tout le poumon. En judo, vous avez le bras ici. Si vous n'êtes pas capable de l'amener et que vous êtes que là, ça va être compliqué parce que quand le partenaire il va vous l'amener derrière, à un moment donné, soit vous allez tourner et vous faire immobiliser, soit vous allez vous faire péter le coude ou l'épaule. C'est très bien pour la réhab, c'est très bien pour préparer à certaines spécificités, et on le répète, articulaires et tissulaires, mais une spécificité articulaire et tissulaire, ce n'est pas préparer un sportif à son sport. Moi, je dirais dans un premier temps, fais des cycles spécifiques sur les objectifs que tu vas atteindre. Une fois que tu as atteint ces objectifs-là, alors tu as juste à faire des rappels réguliers. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie aux proches infrarouges, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Fred, on est live sur le podcast, comment tu vas? Salut à toi, merci Sean pour ton invitation et je suis hyper content d'avoir enfin la personne de vive voix. De même, on a eu plusieurs échanges interposés par Instagram et autres. J'avais mis une petite story je pense il y a 2 mois en arrière en demandant aux auditeurs de recommander quelques personnes et ton nom est apparu 3 ou 4 fois dans cette même story et donc j'ai dit allez, ce qui était intéressant, c'est que je ne te connaissais même pas encore à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à te suivre et j'ai dit, en effet, il faut vraiment que je parle à Fred. Et donc, nous voilà 2 mois plus tard. Donc, ça fait plaisir de te recevoir. Fred, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Fred, comme tu l'as dit, et puis je suis actuellement dans le secteur du Grand Est autour de Strasbourg et je suis kinésithérapeute et également préparateur physique et formateur. Donc, je pourrais te détailler le parcours un peu plus tard. Et à la base, toute base, je suis originaire de la région de Toulousaine. Et j'étais en sport-études et ça m'a fait migrer dans le secteur de Strasbourg pour après justement continuer mes études, quoi. Est-ce que tu Voilà. avais comme objectif d'arriver à la position que tu tiens maintenant depuis le début, depuis tes débuts, ou est-ce que ça a évolué au cours du temps? C'est compliqué. Euh, Ça a été très compliqué dans ma tête. À la toute base, je voulais être prof de PS. Puis après, j'ai vite compris que ça allait vite me saouler, juste par rapport
les jeunes, ils ont plus, enfin, c'est généralisé, mais je trouve que par rapport à avant, ça fait un peu vieux, mais euh, T'as quel âge, Fred? j'ai 29 ans. Ça va. Ouais, mais de temps en temps, on remarque certaines choses et je trouve qu'ils sont moins motivés ou alors c'est juste vraiment quelques-uns qui sont motivés et puis les autres, ils sont là parce qu'ils sont là et pourtant, on Mhm. a des choses à apprendre partout et c'est un peu dommage. Et en parallèle de ça, on pourra en discuter si tu veux, je me suis beaucoup blessé avec le judo. Mhm. J'ai eu plusieurs soucis avec des kinés parce que ça ne me convenait pas. Et du coup, je me suis dit, OK, kiné, ça a l'air cool. En plus, ça me laisse la possibilité de faire mes autres projets pro que j'avais en tête en parallèle. Et du coup, je me suis lancé en médecine pour pouvoir faire kiné derrière. Ok, bah c'est super intéressant. Au tout début, quand tu as vraiment commencé ou quand tu t'es lancé, tu t'es dit, allez, c'est ça que je vais faire maintenant. Quelles ont été tes plus grandes influences? Au tout début, pouah, Euh, dure question parce que en fait j'ai fait depuis que en fait depuis tout petit, mais ça s'est accéléré à partir de 13-14 ans. Je m'entraînais tous les jours, voire bi-quotidiennement et dans le judo. Et en fait, si je dois résumer une seule chose de ma vie, ma plus grosse influence, c'est le judo. Les valeurs qui sont associées à cette discipline. Je ne sais pas si tu as déjà fait du judo, mais on a Mhm. un code d'honneur. Hein. Et certes, enfin, toutes les valeurs de ce code d'honneur, ça régit une partie, finalement, une partie de ma vie. Et pour ceux qui ont fait du judo à haut niveau, c'est un sport qui est très, très, très exigeant, très ingrat aussi. Et on peut, le summum, là, il va y avoir les Jeux Olympiques. Hein. La personne, elle peut préparer comme une tarée les Olympiades. Et en 4 secondes, ta préparation, elle peut être bousillée parce que tu te laisses dépassé par l'environnement, parce que tout simplement l'autre, il t'a surpris alors que tu es peut-être le plus fort, mais pour X raison, il t'a surpris. Et finalement, c'est vraiment une école de vie, ce judo, et c'est la plus grosse influence de ma personnalité, je pense. T'as parlé des blessures que tu as eues au judo. Ouais, Qu'est-ce que tu as eu je comme fais, blessure? Vas-y, je fais fais-nous la vraiment, liste. je fais vraiment un listing. Allez, vas-y. On va partir de haut en bas, deux traumas crâniens. J'ai trois hernies discales cervicales. J'ai eu deux luxations glénomérales, deux luxations sternoclaviculaires, des insertions des intercostaux. J'ai eu des insertions des ischio-jambiers sur 7 cm, rupture de l'externe genou, les entorses de cheville, les entorses de dos, on n'en parle pas. J'ai été opéré du pouce. Bref, un gros paquet. Je dois en oublier certainement, mais j'ai été énormément blessé. Et du coup, en fait, ça m'a mis beaucoup. En fait, ça m'a donné beaucoup à réflexion. Parce qu'en fait, tout simplement, j'allais me faire soigner et en gros, ça m'allait pas. Et je me suis intéressé tout simplement à comment me rééduquer. Et en fait, je suis formateur également sur l'épaule dans un organisme de formation. Et, et les gens, à chaque fois, ils sont surpris quand ils voient mon âge parce que ils me demandent souvent le parcours de mes formations. Et en fait, je leur explique que ça fait plus de 10 ans, ouais, ça fait 11 ans que j'ai fait ma toute première formation sur l'épaule de Jérémy Lewis. Je ne sais pas si tu connais de nom. Et c'est un des auteurs assez connus au niveau de l'épaule. Mhm. Et parce que ça m'allait pas ce qu'on faisait et je voulais comprendre réellement. Et également, à l'époque, j'avais fait une certification avec Steve Cotter en Girovoy. Mhm. Et pour essayer de comprendre comme ça, améliorer ma pratique et essayer également tout simplement de comprendre mon corps et pourquoi je me blessais. Et même si la quasi-totalité de mes blessures ont été traumatiques
et j'aime pas le mot prévention, mais c'est très dur de prévenir une blessure traumatique. Ouais, ouais, exactement. On parle, en rugby, on parle des blessures sans contact qui peuvent pas être évitées. On peut pas éviter des blessures, mais on peut faire de notre mieux pour faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Mais après, comme tu dis, dès, dès que ton sport il inclut du contact d'une manière ou d'une autre, eh ben, tu es toujours à la merci de ce qui va se passer, d'un imprévu et d'une position que tu n'avais pas envisagée ou que l'autre peut-être n'avait même pas envisagée. Ah Et non, c'est ça. c'est peut-être Tu juste peux un manque de préparer, chance. Ouais. ouais, c'est ça. Tu peux préparer ton corps à l'inconnu. Mais si à un moment donné, bah, tu es dans le rugby, si tu as un plaquage qui va dans un angle où tu as beau être un peu fort dedans, mais à un moment donné, il y a certaines angulations, on peut produire une force jusqu'à une certaine limite, hein. Donc, bah, si ça dépasse cette limite-là, bah, ça saute, quoi. Donc, Mhm. c'est très, très difficile parfois de lutter contre cet aspect traumatique, quoi, finalement. Si, il y a un aspect, ça peut être la masse musculaire, ça peut un peu on va dire, dissiper l'impact, Ou mais prendre le choc pour, à la place des articulations et c'est autres. ça. Mais c'est de l'éducation. Et d'ailleurs, dans le rugby, ils font de plus en plus de lutte Mhm. et de travail au sol. Ça Mhm. fait très longtemps qu'ils en font dans l'hémisphère sud. Et en Europe, donc ça fait une dizaine d'années, je pense qu'ils en font seulement. Mais dans l'hémisphère sud, ils en font depuis un bail. Et je pense que c'est très enrichissant pour les rugbymen parce que ça leur apprend déjà à se mouvoir différemment. Mhm. Et même en termes de gainage, c'est totalement différent et beaucoup plus intéressant, je pense, pour eux, quoi. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à inclure la saison dernière ou même l'année d'avant quand je suis arrivé. Et c'est vrai on pense à la vitesse, on pense à la force, à l'agilité, mais côté contact en préparation physique, ben souvent tu te dis ouais, ben c'est le boulot des coachs parce que c'est du rugby, donc c'est des plaquages. Mais à mon avis, tu as vraiment deux étapes fondamentales avant d'arriver au contact pur rugby. Tu as un aspect préparation des articulations qui peut se faire avec beaucoup d'exercices comme ramper, etc. Après, Ouais, comme tu viens de le dire, étape 2, la lutte, donc homme à homme, avec, bah, tu es t'es déjà en position rapprochée, donc tu évites cet aspect, tu as le contact, mais tu évites cet aspect impact avec le mec qui te court dedans à 27 km/h. c'est ça. Et ensuite, tu passes au niveau du dessus et c'est vraiment important de, en tout cas, suivre cette progression pour des gars qui soit reviennent de blessures, soit ont pas fait de contact depuis un très, très long moment parce que tu peux pas simplement passer de ouais, voilà, c'est bon, j'ai fait du développé couché et maintenant je vais aller m'envoyer des plaquages à 30 km/h. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Ouais, clairement. Et puis, il y a de très bons rugbymen qui étaient à la base, souvent judoka. Et en fait, ça laisse aussi cet aspect rotatoire qui peut être intéressant dans les Mhm. changements de direction ou dans les phases de lutte. Et du coup, souvent, ils ont quand même un petit avantage sur cet aspect-là en provenance du sport de combat. Et je trouve ça quand même hyper intéressant. Et finalement, au fur et à mesure, de plus en plus l'intègre. Donc, c'est super, quoi. Ouais, comme tu l'as dit, je pense les appuis que tu apprends au judo, la position, savoir générer de la tension, savoir répondre à une tension adverse, parce que bah, tu te dis que le truc le plus intense dans un match de rugby, c'est un sprint ou quelque chose comme ça. À mon avis, c'est le contact, parce que tu peux pas gérer, Ouais, tu peux pas anticiper exactement ce que va faire le gars en face, et donc il faut t'adapter sur le moment. C'est des mouvements qui sont super dynamiques et qui te demande de générer une force qui est extrêmement haute dans des temps extrêmement courts. Et ça, il faut vraiment préparer le corps pour ça, quoi. ouais, c'est clair. D'ailleurs, petite anecdote, il y a très très peu de monde qui le savent sur moi. Il y a, en fait, quand je suis rentré en seconde, donc au Pôle Espoir à Toulouse en judo, en fait, j'ai dû choisir. Parce que j'avais fait un tournoi de rugby et il y avait le centre de formation, le Castre Olympique, tu Mhm. connais, je pense, Ouais, qui a appelé mes parents et qui m'a demandé, en gros, c'était soit je rentrais au Castre Olympique, soit je partais en judo. J'ai fait le choix de partir au judo et c'est marrant parce qu'après, en seconde, on était dans un lycée où il y avait ceux du Stade Toulousain avec mhm. eux. Mhm. Et en fait, je me souviens, il leur manquait un gars pour la finale. Je sais pas, en France, on a un système qui s'appelle l'UNSS. Ok. C'est
c'est jusqu'en la terminale, il y a des compétitions interlycées. Mhm. Et du coup, il y avait le stade, il y a un joueur qui s'est blessé. Et en fait, ils m'ont demandé de jouer avec eux. Et on a pris en gros Montauban en finale. Mhm. Et je me souviens, c'était en 2006. Et, ça m'a fait bizarre parce que ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas joué au rugby. Et Ouais. finalement, en fait, le fait d'avoir pratiqué une année de judo, certes, il y a des petits réflexes qui se perdent, mais sur l'aspect combat et lutte, bah, finalement, j'étais plutôt bien Mhm. et ça se transfère quand même, quoi. Ouais, ouais, j'avais un ami qui avait fait du judo pendant des années et qui était venu nous rejoindre au rugby dans l'adolescence. Et c'est vrai que il y avait, il y avait juste pas moyen de passer autour de lui. Ses bras, Ouais, c'était comme euh, tentacule. c'était comme des tentacules qui s'enroulent et il y avait absolument pas moyen de passer. Fred, quand tu disais par rapport à toutes tes blessures au judo, tu as vu des choses qui ne marchaient pas, tu n'étais pas content de la façon dont certains, peut-être professionnels, abordaient la réathlétisation. Qu'est-ce que tu as trouvé à ce moment-là, peut-être certaines choses qui marchaient déjà pour toi ou qui ont marché pour toi à l'époque et que tu gardes encore dans ta pratique aujourd'hui? Alors, ouais, vraiment à l'époque, ce qui m'avait vraiment fait sens, c'était trouver en fait, c'était les deux paramètres opposés. C'était trouver une direction qui atténuait ma symptomatique et trouver une direction qui aggravait ma symptomatique. Et en fait, ce que j'avais compris à l'époque, et ça se retrouve, enfin, c'est démontré largement maintenant dans les études scientifiques, c'est que quand tu es inflammé, quand tu es irrité, tu commences un petit peu dans le sens où ça va calmer ta symptomatique pour aller progressivement vers les mouvements qui t'irritent le plus. Et finalement, quand tu es peu irrité, ben, tu peux commencer en gérant tes paramètres de charge directement vers le mouvement qui aggrave pour désensibiliser tes tissus. Et Mhm. du coup, c'était ce qui m'avait vraiment marqué le plus possible à l'époque. Et finalement, on le retrouve dans les prises en charge dans les tendinopathies, dans les lésions musculaires, en fait, dans beaucoup de paramètres musculo-squelettiques. Et le deuxième paramètre que j'avais rencontré, et c'était mon objectif principal, c'était pouvoir reprendre les habiletés spécifiques du sport. Tous les judokas te diront, tu peux faire la meilleure prépa physique que tu veux, tu vas faire un combat de judo, bah, si tu n'as pas fait de judo depuis un moment, tu es explosé. Donc, on est aussi spécifique que son activité. Ouais. Et parce que bah, nos tissus, ils s'exposent de manière très spécifique à l'activité donnée. Et si, pour X raisons, on est éloigné du terrain, bah, nos tissus, on a beau faire plein de choses, ils ne seront pas spécifiquement chargés pour cette activité-là. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir réexposer le plus vite possible en gérant cette charge, mais ça Mhm. fait de l'exposition progressive sur Mhm. tes tissus. Tu aurais un exemple concret pour qu'on visualise un petit peu le processus? Ouais, un truc tout simple. Tu te prends une clé bras. Donc, il y a ce qu'on appelle en JB, ils appellent ça la kimura, nous on appelle ça udegarami. C'est le partenaire qui est en combat au sol. Il est dessus, il va prendre le poignet pour le tirer le plus loin possible derrière et la Mhm. personne, elle bloque. Du coup, si tu n'es pas exposé à ça, bah, tu perds la rotation externe. Si tu perds la rotation externe, bah, forcément, quand tu vas aller dans les fins d'amplitude, tu vas avoir mal. Tu vas pas pouvoir, tu n'auras pas été exposé à toutes ces udegarami ou kimura selon le sport pratiqué. Et Mhm. du coup, tu n'auras pas développé ta force spécifique dans cet angle-là. Du coup, ça va être vite l'enfer. Tu vas perdre plus vite ou voire même tu risques à te blesser à l'épaule ou au coude. Donc, c'est vraiment spécifique. Et même encore plus au niveau cardiovasculaire. Mhm. Tu peux pas, tu peux pas. D'ailleurs, il y avait eu une interview de toi là, avec Raphaël sur le CrossFit. Ouais. C'est la même illustration, si tu veux. Mhm. Quelqu'un qui fait de la course à pied a une physiologie particulière.
Quelqu'un qui va faire de la course à pied avec du deadlift en même temps aura une autre physiologie particulière. Quelqu'un qui va faire du judo aura une physiologie hyper spécifique. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas avoir les avant-bras congestionnés à force de saisir le kimono. Tu dois en permanence tracter ou pousser enfin, le but, c'est de faire chuter, mais tu luttes en permanence contre un adversaire qui a le même poids que toi, normalement plus ou moins la même force que toi, pendant 4 minutes le plus fort possible. Donc, à un moment donné, il faut que tu mettes du mouvement, il faut que tu attrapes et que tu saisisses le kimono et que tu t'imposes à lui. Et du coup, tout ça, ça fait que tu as beau courir, je sais pas, le 3000 en 10 minutes, ça ne changera que dalle parce que tu auras la langue, le cœur dans la bouche, les avant-bras congestionnés et ça sera totalement non spécifique, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en rugby, les phases de course sont hyper importantes parce que c'est un sport porté. Mais à un moment donné, si tu fais des phases de lutte au sol et immédiatement que tu dois aller courir, tu te reprends une phase de lutte au sol et tu te relèves pour aller à l'autre bout du terrain, c'est pas pareil. Non, c'est absolument pas pareil, tu as raison. Et je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est simplement le principe de la spécificité. Et si tu gardes ça en tête, comme tu l'as dit, les demandes spécifiques de chaque sport vont être telles que les tissus que tu vas solliciter, la façon dont tu vas les recruter, la façon dont tu vas les alimenter en sang, en oxygène, etc., ne seront pas pareils. Et donc, comme tu l'as dit, si tu ne t'exposes pas au sport, aux demandes exactes du sport, tu ne vas pas pouvoir être prêt pour le sport. Et donc, il faut en gros faire ce lien entre la préparation physique générale et le sport en lui-même et essayer de bien sûr suivre cette progression, mais en même temps, comme tu l'as dit, ne pas s'attarder et se remettre dans le sport le plus vite possible. Parce que sans ça, comme tu l'as dit, tu as beau être le plus fort et le plus rapide, si tu n'as pas fait le sport en question, tu auras des lacunes que tu ne pourras pas combler autrement, quoi. Ouais, c'est clairement ça. C'est comme ce que je t'ai écrit hier par message. Est-ce que tu avais déjà objectivé avec le Moxy tapis versus terrain? Alors, ça sous-entend, comme tu as dit, qu'il maintienne sa vitesse, mais je suis sûr qu'il y a des différences. Bien sûr. Parce que le tapis, c'est un moteur et que sur le terrain, c'est toi le moteur, quoi. Ouais, c'est clair. Là, on a essayé de le faire. Alors, ça, ce serait intéressant à faire aussi. Ce serait, et pour ceux qui n'ont pas le contexte, on a fait hier un test avec Flavie sur un air runner. Donc, au moins, c'est un tapis qui n'est pas motorisé. Ouais. Bien sûr, il y a des différences avec la course en extérieur et encore plus de différences avec la course sur tapis motorisé, qui est une chose qui est assez différente, surtout quand tu commences à fatiguer et puis que c'est le tapis qui te tracte et ce n'est pas toi qui avance. Mais comme tu l'as dit, toutes ces différences en termes de spécificité, des choses toutes simples, comme je me rappelle la pré-saison dernière, après la première vague de Covid, tout le monde retournait à l'entraînement. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas remis dedans. Et JB Morin, je pense que tu connais, avait fait une chouette petite vidéo pour parler des crampons et du fait que la mauvaise idée, c'était de rattaquer avec les crampons dès le premier jour. Parce que du coup, même si tu as couru en basket tout le long, la semelle d'une basket et la semelle d'une chaussure à crampons ne sont pas les mêmes. Pareil. Au niveau rigidité, au niveau retour de force, au niveau de la rigidité, de l'élasticité qui est demandée, requise, etc., au niveau du bas de la jambe. Et donc, en gros, ça, c'est aussi un paramètre à progresser. Et si tu vas droit dedans, tu vas droit dans le mur, ou en tout cas, tu risques bien sûr plus de blessures. Et tu vois, un autre exemple, par exemple, pour tes tests, ça peut être hyper intéressant. Tu prends un gars qui fait du trail, d'accord? Alors, j'en discutais avec Fabien Gautron, c'est un gars qui est un kiné qui est spécialisé sur la course à pied, qui était le kiné de l'équipe de Salomon. Ouais. Et en fait, on en discutait. Et pour lui, et je suis en partie d'accord avec ça, c'est que l'analyse de la course à pied sur tapis de course, ça n'a pas forcément de sens. Et en fait, je pense qu'avec le Moxy, ça doit être hyper intéressant. C'est que tu prends un gars avec le Moxy sur un tapis de course et qui fait du trail. Hein, et tu prends un gars, après, il faut qu'il arrive à maintenir des vitesses, mais ça dépend des protocoles. Et tu vas lui mettre juste, ça peut être plat, mais il y a des différentes hauteurs d'herbe. Ouais.
ben, il va devoir enjamber la hauteur des herbes en fonction ben, justement de la hauteur de l'herbe. Mhm. Et ça va totalement modifier en fait son schéma de course, son recrutement musculaire. Ouais. Si après tu rajoutes des variations de relief, c'est plus la même personne et c'est plus le même effort. Ouais, mais on en revient avec ça, on en revient à un des points faibles principaux des tests, on va dire uniques, c'est que ben, toutes les conditions du jour vont faire que ton test il est applicable aujourd'hui, mais peut-être que hier et peut-être que demain, tu auras des résultats complètement différents. Et d'où l'intérêt Ouais. d'avoir potentiellement un suivi qui serait plus sur l'entraînement, en fait, en continu. Et on en revient à l'idée de peut-être mettre ensemble tous ou de comment dire ça, de combiner l'idée de tester et de s'entraîner, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, tu testes, quand tu testes, tu t'entraînes. Et je pense qu'il y a de la valeur là-dedans. Plus tu arrives à faire les choses en continu plutôt qu'avec des tests, on va dire tous les X temps, dans telle situation qui, comme tu l'as dit, sont des environnements qui sont spécifiques au test en lui-même et qui sont peut-être pas nécessairement ultra spécifiques par rapport aux demandes du sport ou de la discipline, ça c'est sûr. Ouais, et tu vois, là, tu viens de dire, pour moi, c'est un mot-clé, et dans les formations que je transmets, je l'enseigne, c'est que c'est l'environnement. L'environnement impose des contraintes à quelqu'un, et du coup, la personne adapte sa motricité par rapport à l'environnement. Mhm. Donc, est-ce qu'on fait, bien sûr qu'on va pouvoir entraîner la personne, mais aussi on va pouvoir euh, faire varier les paramètres de l'environnement pour modifier la personne. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et voilà, et par exemple pour on reste sur les coureurs, mais on reste sur les surfaces quand tu parles de marathoniens qui courent sur du béton. L'entraînement, les demandes de ça de manière spécifique sont pas du tout les mêmes que de courir sur de l'herbe. Et donc tu demandes à même un rugbyman bien entraîné qui passe sa vie à courir sur l'herbe d'aller courir 20 kills sur du béton, et ben, le lendemain il va le sentir. Ouais, ça peut être même blessant. Ouais, ouais, exactement. Donc, il suffit juste de… C'est l'environnement qui nous crée nos contraintes. Donc, si on est adapté qu'à un seul environnement, on est adapté qu'à un seul type de contrainte. Tu peux peut-être donner un exemple de comment toi tu gères ce paramètre environnemental dans ta programmation, dans la façon dont tu abordes l'entraînement pour justement ne pas être à la merci de l'environnement, mais vraiment l'utiliser comme un paramètre d'entraînement en lui-même, quoi. Alors, déjà, c'est compliqué, la variabilité de l'entraînement, parce que, alors, avec certains sportifs que je travaille, ce qu'il faut savoir, j'ai carte blanche avec tout le monde, avec tous les sportifs que je travaille. Donc ça, je dépends de personne et le staff médical me donne carte blanche, que ce soit le médecin, bref, les entraîneurs. Donc ça, c'est déjà très, très cool. Et Mm. je sais que ce n'est pas le cas dans les structures pro, pas forcément non plus. Donc j'ai déjà la chance de ça. Et il faut pouvoir aussi avoir accès au terrain. Donc, alors moi, je travaille, j'ai mon cabinet et parfois je me déplace. Donc, si j'ai la possibilité, pardon, de pouvoir aller sur le terrain, ben, déjà, je vais pouvoir intégrer l'environnement de compétition. Mais dans cet environnement-là, il y a déjà les facteurs biopsychosociaux. Je ne sais pas si tu connais le professeur Pierre Parlebas. Non. Il a fait une thèse sur ce qu'on appelle la praxéologie motrice. En gros, la praxéologie motrice, c'est l'activité physique avec une vision hyper holistique, d'accord? Où tu vas avoir en fait ta sphère biomécanique, la sphère qu'il appelle, on va dire, bioénergétique, physiologique, Mhm. et après, tu as toute la sphère environnementale avec tout ce qui est variabilité intellectuelle, créative, émotionnelle, etc. Mhm. Et en fait, un des moyens de faire varier cet environnement, ça va être de jouer sur cette sphère intellectuelle, de jouer sur cette sphère créative, émotionnelle, en créant chez l'individu des paramètres de stress, des paramètres où on lui demande des tâches justement intellectuelles, des tâches créatives. Par exemple, je travaille dans la natation synchronisée et il peut arriver que l'entraîneur demande de l'impro. Mhm.
bah, il y en a qui sont capables, d'autres qui ne sont pas capables. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'elles sont habituées à leur musique, à calquer le mouvement sur leur musique, et l'entraîneur va leur mettre une autre musique et Mhm. vas-y, démerde-toi. Ça c'est hyper dur. Par exemple, pareil, un rugbyman qui va être à l'entraînement, ça ne sera pas un rugbyman en finale du top 14. Mhm. Pourquoi? Parce que tu as les assurances, tu as la pression financière, tu as les pressions du public, etc. Donc, c'est en manageant tout ça qu'on va pouvoir aussi faire progresser la personne à condition qu'elle soit capable d'ingérer et surtout de digérer cet environnement pour pouvoir progresser derrière. Et en fait, ça, je l'ai appris de Arnaud Ferrec dans ProFTS. Mhm. Tu en as peut-être entendu parler. C'est une de mes plus grosses influences. Et donc, il a tout un algorithme propre à lui euh, qu'il appelle autour de l'antifragilité. Mhm. Et dans cet algorithme-là, en fait, il manipule les stresseurs pour pouvoir avoir une rétention de la motricité chez les personnes-là. C'est génial. Mhm. Et, euh, et du coup, par exemple, un des stresseurs qu'on peut imposer, c'est la douleur. Alors, justement, je le montre dans ma formation sur l'épaule. C'est borderline, je l'accorde, mais comment dire, en ayant l'accord de la personne, on déclenche certains processus douloureux pour que la douleur entraîne une inhibition. Mhm. Du coup, un judoka, si à chaque fois qu'il a mal, il a, je sais pas, son infraépineux de l'épaule qui s'inactive parce que il supporte pas la douleur, c'est pas bon pour son épaule et c'est pas bon pour ses performances. C'est ça un peu l'optique. Par exemple, un truc tout bête, l'exemple le plus parlant, tu te fais une entorse de cheville, ok. Par exemple, euh, tu réentraînes tes fibulaires et qui te dit que quand tu as fait 1 minute de course à pied, tes fibulaires ils restent toujours opérationnels? Mhm. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de rétention de ces fibulaires. Ils auront beau être forts, ils ne seront peut-être pas assez forts pour 1 minute de course à pied. Mhm. Et du coup, justement, tout cet algorithme-là, c'est de savoir gérer les stresseurs qui nous entourent par rapport au réentraînement de la personne. Et ça a changé beaucoup de choses dans mon entraînement et beaucoup de choses avec les gens avec qui je travaille. Ouais, ça me fait penser aux travaux de James Smith. Je ne sais pas si tu connais. Euh, Non. James Smith qui a écrit un bouquin super qui s'appelle c'est sur l'application du sprint. Il a travaillé Ah, mais avec c'est speed training. ouais, Ah oui, oui, je vois qui c'est. James. Smith, oui, c'est bon. Ouais, ça te Ouais, il dit? a Ok. écrit plusieurs bouquins sur le sprint. Alors, il a écrit ce bouquin sur le sprint. Il a beaucoup. Il est très influencé par Charlie Francis, Ouais, par Verkhoshansky aussi. Et, euh, et il parle de préparation mentale. Il fait beaucoup de consulting avec les forces spéciales, avec des équipes pro. Et dans le monde de la préparation mentale, il parle justement de. Voilà, il faut en gros. Enfin, c'est pas la façon de le faire, mais il faut prendre en compte tous les paramètres qui vont être présents durant ton événement ou que tu pourrais être amené à confronter durant soit ton événement, soit la mission sur laquelle tu dois partir, ton sport, etc. Et d'une manière ou d'une autre, t'y préparer, que ce soit dans ta tête ou au niveau physique aussi. Donc, comme tu dis, il faut vraiment tout prendre en compte. Il ne faut pas juste se dire, dans mon sport, c'est juste ça, donc je vais juste m'entraîner avec ça. ouais, alors ça, si tu vois, je suis entièrement d'accord, mais par contre, c'est 50%. Parce que s'il ne le vit pas, Mhm. tu peux On avoir des est d'accord. surprises. Faut que ce soit ici et il faut que ce soit aussi dans le C'est vécu. Ça, ça. c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on en revient en fait finalement à la spécificité. Ouais, Le gars qui s'entraîne toute l'année mais qui fait jamais de compétition, c'est pas sûr que ça soit un bon compétiteur. Parce ouais, c'est que clair. il n'aura pas été exposé de l'environnement de la compétition. Parfois, on me demande, j'ai souvent des questions, c'est quoi la meilleure façon de récupérer? C'est quoi, comment est-ce qu'on fait pour devenir meilleur en compétition? Fais de la compète, vas-y. Et pratique, pratique, pratique. Ouais. Tu veux mieux récupérer? Ok. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu bois bien? Non, fais déjà ça et après on verra le reste, tu vois. Mais c'est des choses simples. Parfois les gens ils cherchent midi à 14h, Mhm. mais finalement, ben, va t'entraîner, entraîne-toi dur,
fais de bonnes compètes. Si ça ne marche pas, ben, continue jusqu'à que ça marche. Et Mhm. après, on verra si on peut améliorer certaines choses, quoi. Mhm. Et tu as donné l'exemple du rugby avant, où un rugbyman à l'entraînement, c'est pas les mêmes contraintes qu'un rugbyman pendant un match, mais je dirais que c'est encore un sport où ça se correspond pas mal. Après, tu as des sports qui, l'environnement est quand même Oui, très, très différent. L'haltérophilie m'est venu à l'esprit, où ton entraînement, ça va être entre 1 heure et 2 heures et demie, suivant le temps que tu passes à faire une barre, t'asseoir pendant 3 à 5 minutes, refaire ta barre, etc. Alors que tu arrives aux compétitions, tu as tes échauffements, tu dois timer tes barres par rapport aux compétiteurs. Il peut y avoir des mouvements dans qui passe en premier, il peut y avoir des barres ratées. Ça veut dire que suivant ce qui se passe, eh ben, soit tu dois y aller plus vite que ce que tu pensais, soit tu vas attendre plus longtemps. Et toutes ces contraintes-là, comme tu l'as dit, à moins de vraiment très très bien simuler une compétition avec ton coach ou avec d'autres personnes avec qui tu t'entraînes, ce qui à mon avis a beaucoup de valeur et devrait être fait plus souvent pour les personnes qui veulent être meilleures en compétition, parce que dans le cas où, voilà, où tu as quelques compétitions dans l'année et tu n'as pas beaucoup d'opportunités sinon, ben, une fois par mois, tu fais un entraînement en compétition dans le format compétition et ça va te permettre de mieux gérer tous ces paramètres au niveau du stress, au niveau du timing, etc. oui, ouais, ouais, c'est ça. Bah, je connais bien l'haltéro. J'ai fait 4 ans de compétition. Ma copine, elle était à l'INSEP en haltérophilie. Mmh. Et c'est marrant parce que parfois, ma copine, putain, si elle m'entend, elle va me buter. Elle aime bien parler. Elle aime bien parler et du coup, parfois, son entraîneur, il lui met un petit taquet et ça me fait rire parce que parfois, quand elle arrive plus proche des compétitions, il lui réduit drastiquement ses récupérations parce que bah, souvent dans les compétitions, pour les qualifications, par exemple pour les France, Mmh. bah, elle est très loin devant. Donc, en fait, quand elle arrive en compétition, bah, c'est la dernière à passer et elle doit enchaîner toutes ses barres. Mmh. Et du coup, bah, c'est toutes les minutes là où elle doit enchaîner ses barres. Elle Ouais, a plus 5 minutes de ouais. récup, donc c'est pas la même chose. Donc parfois, il lui fait des récupérations variables. Et juste de modifier ça, ça modifie beaucoup de choses au niveau du système nerveux. Il faut qu'elle se remobilise plus vite, etc. Et ça, c'est une petite chose qui change pas mal finalement à la fin, quoi. Et par exemple aussi, le modèle allemand du modèle français est différent. Elle est en partenariat en Bundesliga, en haltérophilie en Allemagne également. Et Mmh. en Allemagne, c'est totalement différent. Tu tires, tu as 3 barres, donc en haltérophilie, dans chaque mouvement à faire. Mais en France, tu fais ta barre, tu la loupes. Ben, s'il y a quelqu'un au même poids que toi, c'est la personne qui passe, puis c'est après à Mmh. toi. Mmh. Et puis on monte de charge en charge. Ouais, En Allemagne, c'est personne A, personne B, personne C. Personne A, personne B, personne C. Ça change totalement. c'est Et du clair. coup, en fait, ton passage de barre, il est hyper régulier. Tu sais que toutes les 3 minutes, tu es obligé de passer, quelle Mmh. que soit ta charge. Et donc ça, c'est aussi intéressant et ça modifie beaucoup de choses sur le lift. Tu as parlé un petit peu des différents sports que tu as pratiqués ou dans lesquels tu as la chance de travailler. Quand tu dois aborder un nouveau sport avec un athlète d'un sport que tu ne peut-être connais pas ou ne connais pas aussi bien que les autres, comment est-ce que tu l'abordes? Quel est ton process pour aborder cette chose-là? Bah, je vais te donner l'exemple. Depuis 4 ans, je suis avec la natation synchronisée. Mhm. Alors, tu comprendras que c'est pas mon sport. Et alors, je connaissais assez bien parce que mon ex-copine, elle était forte en natation synchronisée aussi. Mais j'ai également la soliste du Ballet Béjart de Lausanne en danse classique. Et du Mhm. coup, bah, sur ce genre de sport, il a fallu que je me documente beaucoup. Et en fait, la meilleure chose que je fais au début, c'est YouTube. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui se fait, je regarde les highlights, je demande des noms de personnes connues, etc. Et je regarde, j'analyse les angles, j'analyse dans les courses musculaires dans lesquelles ils travaillent, j'analyse les types d'efforts, etc. Bref, ce que je te parlais par le bas, Mhm. biomécanique, bioénergétique, l'environnement. Mhm. Et je fais ma synthèse sur ça. Je demande le calendrier de compétition également. Et par exemple, avec les nageuses, maintenant je les connais très très bien, je sais comment fonctionne parfaitement Sabrina, l'entraîneur.
Et je connais globalement le calendrier de compétition par cœur. Mhm. Et ça me permet, et les forces et faiblesses de chacune. Et du coup, ça me permet de l'analyse vidéo. Je sais aussi, je demande leur propre chorégraphie. Mhm. Et du coup, en fonction de ça, j'isole un travail dont elles ont besoin. Alors, je les ai en groupe, je ne les ai pas individuels, mais il y a certains, à un moment donné, un sport reste un sport, les vecteurs angulaires restent les mêmes, certaines demandes restent les mêmes, c'est juste l'enchaînement qui se modifie. Donc ça, je ne peux pas l'individualiser, mais le reste, en général, j'arrive assez bien à l'individualiser et du coup, ça me permet d'extraire mes séances selon le calendrier. Donc c'est essentiellement comme ça que je fais. Pour rester sur la natation synchro, est-ce que tu peux parler un petit peu des demandes de ce sport qui est, je pense, un peu plus méconnu que les grands sports dont on parle tout le temps? Si je dois résumer, c'est horrible. Je crois que ça avait été élu plusieurs fois l'un des sports les plus durs au monde. Bah, c'est simple. Il faut que tu nages en apnée, il faut que tu souris, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois dans le rythme et synchro avec tes partenaires et la musique. Mhm. Faut que tu sois souple parce qu'on te demande d'aller chercher des amplitudes passives et actives hyper loin, Mhm. surtout actives dans l'eau. Et il faut que tu aies un côté artistique pour la plage Mhm. en plus et gymnique. Donc, franchement, les gens, quand ils voient ça, ils croient que c'est facile, mais allez dans l'eau et faites juste un rétropédalage en tenant vertical dans l'eau. Vous tenez 2 minutes, vous allez comprendre comment. Et elles font des entraînements de 4 heures comme ça, quoi. Donc, si je dois résumer la natation synchronisée, c'est un sport où tu multiplies les apnées entre 5 et 30 secondes pour les plus longues, mais c'est des apnées dynamiques. Donc ça augmente la surcharge en CO2. Mhm. Et sur des phases de temps de bras, dont les phases de temps de bras, c'est quand tu as la tête hors de l'eau, le plus court possible, parce que plus tu es la tête sous l'eau, plus le score technique est élevé en général. Donc, il faut que tu recharges très vite en oxygène et en même temps, il faut que tu aies un aspect rythmique qui soit impeccable, malgré que tu aies une fatigue qui arrive beaucoup plus vite qu'un sport où tu as une oxygénation, comment dire, classique, on va dire, hors de l'eau, quoi, hors Mhm. apnée. Ouais. Et du coup, en fait, je travaille énormément sur la partie apnée, énormément sur la partie respiratoire, Mhm. parce que c'est inhérent à leur activité sportive. On fait beaucoup d'hypercapnie. Mhm. Et en fait, ce qui était marrant au début, maintenant elles ont l'habitude, mais elles étaient déboîtées en prépa physique. On faisait de l'hypercapnie et couplé à de la prépa physique. Mhm. Et en fait, ça donne des courbatures monstrueuses, Mhm. beaucoup plus qu'un travail classique. Je pense par rapport tout simplement au côté métabolique de l'hypercapnie. Et, euh, et on fait également beaucoup de phases d'apnée, que ça soit statique ou dynamique. Mhm. Je fais plus. Je faisais jusqu'à l'année dernière, j'ai eu un gros accident qui m'a un peu refroidi, on pourra en parler après, mais Mhm. je fais plus d'hyperoxygénation, d'hyperventilation en apnée. Si j'en fais, c'est hors de l'eau. J'ai eu un accident l'année dernière avec une de mes filles euh, parce qu'il y avait des avantages à l'hyperventilation pour truquer le cerveau sur les capteurs d'oxygénation. Mhm. Et le problème, elle m'a fait une syncope dans l'eau parce qu'elle a voulu tenir autant que ses copines. En fait, elle arrivait de Nouvelle-Calédonie et donc elle était assez douée, mais avec un faible volume d'entraînement. Et les Mhm. autres, je les avais déjà eu un an avant. Et elle a voulu essayer de se maintenir au niveau, sauf que elle m'a fait une syncope dans l'eau. Donc j'ai sauté dans l'eau, on l'a réanimée, mais elle est restée longtemps hors de l'eau, pas bien. Donc ça fait bizarre, quoi. Mhm. Donc ça, j'en fais plus dans l'eau. Et à part ça, tout va bien sinon. Et pour le travail d'apnée, c'est hyper intéressant. C'est simple. Globalement, elles sont toutes entre 3,30 et 4 minutes, ce qui est pas mal pour des non-spécialistes. C'est clair.
Euh, et du coup, et ce qui est, alors ça, on va dire, ça peut paraître énorme, mais moi, ce qui me choque encore plus, c'est sur l'aspect dynamique. Tu les fais trottiner en apnée, elles sont capables, si elles sont bien entraînées, de sortir jusqu'à 1 minute 30. Mhm. Mhm. Et 1 minute 30 en dynamique, là, ça devient vraiment monstrueux et c'est un autre monde. Je vous invite à essayer, hein. Vous vous mettez en apnée, vous courez, vous ne faites pas ça seul. De Pas toute dans façon, l'eau vous ne non pourrez plus. pas dans l'eau. Et vous essayez de voir si vous tenez déjà plus de 15 secondes et vous allez voir que ça devient vite un enfer. Et Mhm. c'est vraiment la capacité de ce sport. Mhm. Et tu vois, là, en ce moment, on prépare un petit peu la saison prochaine. Et donc, elles ont par exemple, elles ont j'allais dire l'IDIAG, mais non, le Power Brief. Ouais. Donc, elles font leur routine au Power Brief et on travaille en même temps sur une respiration nasale ralentie, Mhm. jusqu'à 15 secondes par cycle. Et moi, si je le fais avec elles, je suis au bout de ma vie. Et elles sont, c'est pas facile, mais presque, tu vois, Ouais. parce qu'on prépare pour la suite et tout ça. Mais elles ont cette capacité, en fait, je pense, à améliorer leurs échanges d'air au niveau oxygénation et surtout une grosse capacité à tolérer le CO2. Ouais. Et ça, est-ce que tu as eu la chance de le mesurer d'une manière ou d'une autre en sachant que si je me rappelle bien, un niveau de CO2 entre guillemets normal ou au repos, c'est à peu près 40 millimètres de mercure, entre 37 et Ouais, 42 si je ne me trompe pas. c'est un truc comme ça, ouais. Est-ce que... Non, j'ai pas le matériel pour. Mhm, mhm. Et ça serait intéressant si un jour j'avais. Ouais, ce serait intéressant de voir jusqu'à où elles peuvent tolérer, en sachant que bah, pour ceux que ça intéresse, comme tu as dit, ben, plus tu as de CO2, tu as une accumulation au niveau des ions d'hydrogène qui se fait également, en sachant que bah, le Mhm. CO2, quand tu vas l'expirer, tu vas aussi rétablir l'équilibre acide-base dans le système. Et donc, si tu ne peux pas expirer, si tu ne peux pas te séparer du CO2 que tu produis en fait au travers des différents processus métaboliques qui te permettent de recycler l'ATP, et ben ça va avoir un impact sur le système au complet. Et comme tu l'as dit, ben, tolérer ce CO2, tolérer des hauts niveaux de CO2, ben, c'est nécessaire dans un sport où tu n'as pas vraiment le choix parce que tu as la tête sous l'eau et il faut y rester et il faut faire du travail en même temps, quoi. C'est ça, exactement. Et vraiment, c'est un sport hyper enrichissant parce que on peut aussi, du coup, elles ont toute la partie qui est hyper importante au niveau de la souplesse. Mhm. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir les juniors. Du coup, au niveau de la souplesse, il y a plus grand-chose à leur apprendre. Mhm. Par contre, leur apprendre à contrôler cette souplesse, là, il y a beaucoup de boulot et on fait énormément d'apprentissage justement à produire de la force dans ces amplitudes-là. Et c'est génial. Et là où c'est le plus flagrant aussi, c'est par exemple en danse classique. Du coup, bah, elle est capable de contrôler un secteur angulaire beaucoup plus important. Mhm. C'est mieux pour la santé de ses articulations, mais aussi l'entraîneur, il est content parce qu'il peut lui proposer une plus grande palette artistique. Et Mhm. ça, c'est quand même cool derrière, quoi. Mhm. Je veux revenir sur cet aspect articulaire, mais pendant qu'on est sur la natation synchronisée, cet aspect entraînement du système respiratoire, est-ce que c'est quelque chose dont tu étais conscient avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu prenais déjà en considération dans ta façon de t'entraîner, ta façon de programmer pour tes athlètes, avant d'être confronté à la natation synchronisée ou pas? Alors, non, pas avant la natation synchronisée. Je le fais depuis la natation synchronisée et sur moi aussi, ben, en gros, depuis 5 ans. Mhm. Mais avant la natation synchronisée, je n'avais pas forcément pris le temps de cet aspect-là. On sait très bien que la respiration, c'est important, mais c'est le dire et le mettre en pratique, tu vois, et c'est deux mondes différents. Oui, la Mhm. respiration, c'est important, mais comment on fait, etc., ben ça, je m'y étais pas intéressé. Et puis, du coup, il y a 5 ans, j'ai repris mes cours que j'avais eus de physio
en médecine à l'école de kiné. Puis j'ai fait mes recherches sur PubMed et puis j'ai mis en place le Power Brief d'abord sur moi parce que je teste tout le temps d'abord sur moi. Mhm. Alors oui, ça veut rien dire, on n'est pas 30 à le tester, mais ça donne quelques indications. Ouais. J'ai eu des moments un petit peu durs parfois, surtout sur les phases d'apnée, Ouais. mais j'étais assez content, tu vois, j'ai quand même réussi à tenir 4,30 en apnée. Ouais. Euh, plus C'est pareil. maintenant, plus maintenant, mais du coup, j'ai mis en place plusieurs protocoles différents qui fonctionnent. Et d'ailleurs, du coup, j'ai investi dans l'IDIAG récemment Ouais. et je mets en place ces protocoles-là sur l'IDIAG et ça fonctionne plutôt très bien, quoi. Ouais, tu m'avais fait un petit retour, tu peux peut-être le partager. Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'ici et qu'est-ce que tu as trouvé au niveau de soit ton ressenti, soit tes performances, etc. Du coup, bah, c'est simple. Là, j'en ai fait plus depuis, mais quand je t'avais écrit, j'avais fait 3 sessions seulement et j'avais augmenté de 10 centimètres d'eau mon inspiration et de 30 centimètres d'eau mon expiration. Mhm. Du coup, en 3 séances, enfin, c'est plutôt très bien, quoi. Pareil, du coup, j'ai fait plusieurs séances depuis. J'avais pas couru depuis 2 mois, pile poil. Ouais. Et du coup, j'avais fait le 5 km il y a 2 mois. J'avais pris mon temps. J'ai refait le 5 km il y a 3 jours. J'ai perdu qu'une seule minute. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Mhm. Et surtout, ça fait 15 jours, 3 semaines, j'ai plus aucune crise d'asthme d'effort. Mhm. Je fais d'asthme d'effort depuis 3 ans avec des allergies au pollen, au bois de bouleau là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. C'est arrivé après avoir arrêté le judo. Alors, est-ce que le judo, avec l'augmentation de la capacité respiratoire qu'on a, ça me prévenait, entre guillemets, cet asthme d'effort, mais du Mhm. moins, c'était arrivé. Donc là, ça commençait à pas s'aggraver, mais j'en avais de plus en plus, donc ça me saoulait. C'est aussi pour ça que j'ai acheté l'Idiag pour Mhm. tester. Et franchement, je suis étonné. J'ai pas fait de crise d'asthme d'effort depuis. Et pour les protocoles, j'en fais différents. Par exemple, avec les nageuses, je fais quoi en ce moment? En ce moment, on fait de l'intervalle en course et les phases de récupération sont uniquement avec Power Brief, par Mhm. exemple, Mhm. à leur résistance, à 90% de leur résistance de confort. Ouais. Et est-ce que, pour Euh, ceux qui connaissent peut-être ouais, pas les différents appareils, est-ce que tu peux parler ouais. du Power Breed, du P100 et des différences et des similarités qu'il peut y avoir? Ok, du coup, moi j'utilise 3 types sur moi. Le Power Brief, que j'utilise plus parce que j'ai l'IDIAG, le Power Brief, c'est uniquement un appareil à résistance inspiratoire. D'accord? On a une molette de réglage. Il existe plusieurs niveaux de couleurs et pour la difficulté. Et en fonction de la résistance, on a plus ou moins un débit inspiratoire important, une force pardon, inspiratoire importante à créer. Mhm. Pour le deuxième, c'est le peak flow. Mhm. Le peak flow, c'est pour évaluer ce qu'on appelle le VEMS, c'est le volume expiratoire maximal seconde, où on a une espèce de bâtonnet un peu creux avec un curseur, où on souffle le plus fort possible pour faire monter le curseur. Il y en a des mécaniques, c'est celui que j'ai parce que ça ne coûte pas cher, Mhm. et c'est assez fiable d'après les études. Et il y a les nouveaux là qui sont aussi électroniques. Mhm. Et je crois que tu en as un d'ailleurs. Ouais, Euh, c'est quoi? C'est le Spirobank de ouais, chez c'est ça. Mir. Ouais, ouais. Et le troisième, c'est l'IDIAG, où là, c'est un spiromètre électronique où on va avoir la capacité de faire de l'inspiration renforcée, de l'expiration renforcée, du travail de coordination, du travail d'endurance et bientôt, normalement, des intervalles training en plus. Mhm. Voilà, sur la prochaine mise à jour. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, je suis très content de l'IDIAG, même si on en avait discuté. Il y a quelques défauts à mon sens, mais je suis très très content globalement de l'IDIAG parce que ça reste quand même un investissement financier. C'est clair. Mais du coup, je suis super content parce que du coup, j'ai des progrès sur mon asthme d'effort. Mhm.
J'ai des gros progrès sur mes volumes inspiratoires et expiratoires. Et moi, avec l'asthme, c'était le volume expiratoire qui était une plus grosse problématique, même s'il était dans la norme. Mais j'ai un gros débit inspiratoire, mais par rapport à l'expiration, ça ne correspondait pas. C'était dans la norme, alors que le débit, l'inspiration était beaucoup plus importante. Donc là, ça s'est plus ou moins renormalisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut varier au pourcentage près. Et finalement, on peut faire de la programmation comme de la force, par exemple. Et ça, c'est quand même très, très cool. Et la dernière chose, c'est le biofeedback que l'on a, que ce soit sur l'appareil ou sur l'application pour le travail de coordination. J'en avais jamais fait de ça, puisque j'avais pas de l'occasion de le faire, même si j'avais jamais fait avec un métronome. C'est possible avec un métronome, mais j'avais jamais fait. Et franchement, c'est dur. Ouais, c'est ce qu'on me dit toujours. Quand tu vois quelqu'un faire, tu te dis, allez, ça rigole, c'est rien du tout. Et tu essaies de faire 1 minute, tu n'as même pas besoin d'aller très très haut en volume ou en fréquence. Non. Tu te mets à 20 respirations par minute et tu essaies de bouger, je ne sais pas, disons, pour prendre un chiffre qui est assez normal, tu prends 60% de ton FEV1 qui est, en français, tu m'as dit, c'était le VEMS. VEMS, donc c'est le volume qui est expiré dans la première seconde, et tu prends 60% de cette valeur-là en litres, tu la cales, tu te cales à 20 respirations par minute, tu le fais pendant 1 minute et tu te focalises bien sur une inspiration complète, bien utiliser tout le volume, surtout au niveau postérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de respirer avec les côtes, avec le torse. Et ben, dès que tu commences à essayer de remplir ton dos, ben, tes intercostaux ils vont commencer à siffler très très vite. C'est ça, c'est clair. Et on peut varier les positions. Je ne sais pas si tu suis, je crois que tu l'avais interviewé, je ne l'ai pas écouté encore, le boulot d'Alex FR. Ouais. Et du coup, c'est sur cette inspiration postérieure, on n'y va jamais finalement. Et en fait, ça permet de remodéliser carrément ton thorax. Il y a des super travaux là-dessus. Je le combine avec du FRC et ça donne des choses monstrueuses. Et je le combine sur moi, je ne le fais pas encore avec d'autres personnes, mais je combine par exemple un mouvement d'une case thoracique avec, par exemple, le travail d'expansion ou de compression, comme appelle Alex, au niveau respiratoire. Et dans cette phase d'expansion, je mets l'IDIAG. Je peux te dire que j'étais pas bien le lendemain. J'avais l'impression de m'être fait tabasser à coups de batte entre mes omoplates, dans les côtes. C'était horrible. Ouais. Mais par contre, c'est génial parce que finalement, si on réfléchit bien, dans la vie de tous les jours, si on divise le poumon en 3 étages, on n'est que dans cet étage-là. Et on ne va aller jamais bosser les étages du dessous. On ne va jamais aller ouvrir nos alvéoles vers le bas. Il ne faut pas croire que l'air il va aller jusque dans tout le poumon. Et c'est un peu comme si tu étais là et tu travaillais que dans ce secteur-là et tu n'allais jamais ici et jamais là. Et du coup, ça va être hyper intéressant de diriger ce volume d'air là où tu en as besoin, parce que ça va pouvoir déjà modifier le thorax. Il va y avoir certainement des choses hyper intéressantes sur tout ce qui est aspect des scolioses, où vous avez des déviations, rotation de la colonne vertébrale, avec des concavités et des convexités du thorax qui apparaissent. Et je pense que l'une des voies des futures années, ça va être de modifier ce flux d'air dans le thorax de manière vraiment localisée et précise. Et c'est pour ça que je le combine à du feedback tactile et du feedback et de travail de FRC pour pouvoir vraiment ajuster au maximum là où je veux que l'air se remplisse pour avoir cette expansion qui est correcte. Et c'est génial, quoi. Ouais, c'est dit comme ça paraît couler de source, mais c'est vrai qu'au début, quand moi j'avais entendu parler de l'entraînement respiratoire, je me dis mais c'est quoi cette histoire, ça sert à quoi? Mais c'est vrai que quand tu réfléchis 3 minutes, respirer c'est bouger. Et si, comme tu l'as dit, tu te mets dans une certaine position et tu bouges entre guillemets au travers de la respiration, déjà là tu vas pouvoir libérer des angles que tu n'aurais certainement pas pu atteindre autrement. Donc
de par ce côté-là, c'est un outil qui est super intéressant. Et aussi le fait que, en fait, le diaphragme, les intercostaux, tout ça, c'est des muscles comme les autres. Donc, ils ont des amplitudes de mouvement, ils ont des vitesses et des forces de contraction avec différentes longueurs et ça s'entraîne. Comme un biceps, ça s'entraîne. Et si tu le fais jamais en isolation, c'est clair que tu as certainement un potentiel d'amélioration à ce niveau-là qui peut être exploité et qui peut ensuite avoir un retour sur tes performances, quoi. Oui, clairement. Déjà, par exemple, les nageuses, qu'est-ce qu'elles se plaignent quand on n'en a pas fait depuis longtemps? Si je leur demande d'en refaire, elles ont des courbatures dans le cou, tout ce qui est sternoclédoïmastoïdien, scalène, ce genre de choses. Et Mhm. elle me dit à chaque fois, ils ont un trou dans la poitrine. Ah, Parce que, en fait, leur poumon, il n'a pas été optimisé au maximum pendant un certain temps. Et mhm. là, on leur demande. Et puis, je pense au niveau captage oxygène, on doit avoir des bonnes petites choses aussi intéressantes, puisque on améliore la compliance du poumon. Mhm. Et la dernière chose, on parle souvent du diaphragme, c'est important, il y en a plein qui le relâchent, etc. Bref, on va passer cette étape-là, mais le diaphragme, il a les piliers qui vont croiser la charnière thoracolombaire, ces piliers-là, qui vont intimement être liés aux piliers du psoas. Du coup, si on veut avoir un diaphragme intéressant, il va falloir le faire bosser. Et du coup, c'est une des solutions qui est intéressante justement pour aller renforcer le diaphragme dans sa fonction respiratoire, mais Mhm. aussi intimement lié avec la stabilisation de cette charnière thoracolombaire. Ouais, et comme tu l'as dit avant, je pense qu'au niveau des retours sur les performances, c'est super intéressant. Je n'ai pas eu l'occasion encore de collecter des données au niveau respiratoire. Ça va se faire dans les mois qui viennent. Et donc, de pouvoir voilà, tester quelqu'un au niveau respiratoire, de voir leurs échanges gazeux, de voir comment ils se comportent pendant un effort donné, de faire un entraînement derrière qui est spécifique et de voir ensuite les différences qu'on peut apporter sur un système qui, à mon avis, est fondamental pour la performance, bien sûr, plus dans certains sports que d'autres, mais dans la majorité des sports où tu as une durée d'effort qui est prolongée, soit courte mais intense, soit longue, tu vas devoir utiliser ton système respiratoire et je pense qu'il y a un potentiel inexploité qui est super intéressant à ce niveau-là. Oui, clairement. Alors, bien sûr, c'est une évidence dans les sports où le cardio, il monte. Mais tu vois, l'autre jour, on en discutait, on ne disait pas forcément dans les sports de force, mais en fait, avec réflexion, euh, il y a, il y a ce qu'on appelle le bracing dans les Ouais, sports de force. ouais. Et finalement, je pense qu'il y aurait des choses à faire sur la partie expiratoire. Mhm. Déjà, là, sur la partie inspiratoire, pourquoi, par exemple, en force athlétique, plus tu as une cage thoracique qui est épaisse, plus au développé couché, par exemple, tu descends moins bas. Du coup, plus ta cage thoracique est épaisse, si tu descends moins bas, tu es plus apte à pousser plus de charge. Donc déjà, sur ce qu'ils appellent la pump handle, en anglais c'est pump handle, Je l'ai pas en la français. pompe à eau. La La pompe pompe à à eau. eau. Ouais, ouais. La pompe à eau au niveau du manubrium qui va devoir venir monter et sur la capacité à postérioriser son thorax. Mhm. Donc, si on améliore finalement l'ouverture sagittale, antéro-postérieure du thorax, Mhm. ça peut être intéressant chez eux. Donc, le travail inspiratoire est sur ça. La deuxième chose, c'est que le travail inspiratoire, par exemple, sur le squat ou sur le deadlift, c'est ce qui permet d'avoir une intégrité de la partie thoracique. Mhm. Thoracique, thoracolombaire. Et après, tu as le bracing qui vient se rajouter. Donc, sur le travail expiratoire, je pense qu'on peut avoir aussi des choses sur le bracing parce que tes obliques ils vont participer à cette phase expiratoire forcée, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est super intéressant parce que ça recoupe en fait quasiment toutes les disciplines sportives. Et comme tu l'as C'est dit, il y a ça. l'aspect santé aussi, au niveau structurel, au niveau de la colonne vertébrale, la stabilisation. Tu penses à un coureur, même au-delà de l'aspect performance respiratoire, mais comme tu l'as dit, le diaphragme, un de ses rôles principaux, c'est la stabilisation. Et donc, si tu fatigues à ce niveau-là sur une très très longue course, tu vas voir que certainement la façon dont tu cours va changer parce que tu vas plus pouvoir te stabiliser de la même manière. Et donc, tu peux le retourner dans tous les sens. C'est C'est, ça. à mon avis, un sujet à creuser, un système à développer qui est encore très méconnu
ou en tout cas, ceux qui le connaissent, ils se gardent bien d'en parler parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de retours intéressants. J'ai parlé récemment avec Andrew Sellers qui a cofondé le VO2 Master et qui parle de l'équipe suisse de mountain bike qui utilise le Spiro Tiger depuis plus de 10 ans maintenant et qui ont passé des années à la tête de tous les classements. Et maintenant, il y a tout le monde qui voit un peu ce qu'ils font et qui s'y mettent. Mais c'est clair que c'est un élément à ne pas négliger, quoi. Ben moi, par exemple, j'avais, là, on s'en fout parce que tout le monde s'y met, mais j'avais interdiction de parler de ça en dehors de la natation synchronisée, quoi. Mhm. C'est simple, le club est devenu euh, entre numéro un et numéro 2 français au niveau des résultats. Ils ont battu même Aix-en-Provence cette année, qui était le numéro un, qui, au niveau de la population de Aix-en-Provence, c'est l'équipe de France, si tu veux. Ouais. Et ils les ont battus cette année sur le format libre, qui est un petit peu la reine-mère de l'épreuve en natation synchronisée. Ouais. Et pourtant, on a des filles qui ont un potentiel qui est moindre. Ouais. Et c'est quand même, ça donne des bons résultats. Après, je l'ai fait, comme tu l'as compris, beaucoup empiriquement, même si Mhm. j'ai revu mes cours de physio, etc. Mais il y a un moment donné, je me suis lancé sur moi, puis j'ai vu que c'était pas trop mal, et puis j'ai proposé ça aux athlètes, quoi. Ouais, ouais, donc pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent attendre les grandes études, attendez les grandes études. En attendant, ceux qui sont curieux et qui veulent s'y mettre un petit peu en avance, ça vaut en tout cas la peine d'explorer. Je vais revenir sur le sujet de l'amplitude mouvement articulaire. Tu parlais de certaines positions spécifiques, quelque chose qui me revient de la formation FRC que j'avais fait à l'époque à Vancouver avec Spina qui était Mhm. là notamment, et d'autres, c'est qui parlaient, comme tu l'as dit, des danseuses et ceux qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Et dans leurs amplitudes spécifiques, tu peux faire du travail articulaire, tu peux faire du travail de renforcement. Comment est-ce que toi, tu as découvert on va dire que ce soit ce système ou est-ce que c'est quelque chose, une pratique que tu appliquais déjà avant de connaître entre guillemets, la méthode, le système FR-FRC comment est-ce que tu le communiques aux gens quand ils ne comprennent pas l'utilité ou l'applicabilité du travail de mobilité active? Alors, alors, en fait, j'appliquais depuis longtemps une partie de leur système. Donc, le FRC, ça fait partie du FRS. Mhm. C'est un système complet. Et en fait, j'appliquais, puisque je t'ai dit tout à l'heure, une des influences, là, quand je faisais du judo, c'est que Mhm. j'avais analysé les vecteurs angulaires là où on devait produire de la force. Du coup, je faisais depuis très longtemps beaucoup de travail sur l'isométrie. Mhm. C'est une grosse influence. Après, ça a été une influence encore plus par la suite. Mais je faisais déjà beaucoup ce genre de choses parce que j'avais vu que quand j'étais plus fort sur les angles dont j'avais besoin, Mhm. c'était mieux dans mon sport. Donc, je me suis dit, OK, c'est quand même cool ça. Et puis par la suite, donc, je l'ai mis en pratique, je l'ai développé. Et après, j'ai fait FRC. FRC, du coup, je l'ai fait il y a 4 ans à Zurich. Et du coup, ils en ont parlé. Ce qui était pratique, c'était qu'à l'époque, il n'y avait pas de Covid. Donc, on pouvait parler avec les instructeurs. J'avais Dewey et Hunter. Donc, ça, c'était quand même cool. Et ils donnaient quand même beaucoup plus parce que mes collègues, ils ont fait en visio. Mhm. C'est pas qu'elle est pas bien, elle reste très bien, mais ça reste quand même beaucoup moins. Pour moi, il n'y a pas la plus-value que le présentiel a. Non, c'est pas la même chose. Et non, alors ils ont fait comme ils ont pu. Je pense que Ouais, le ouais, bien sûr. présentiel vont repartir Mhm. quand ils pourront, mais le présentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on avait les formateurs pour nous de 8h à 19h le soir, alors que ça finissait à 17h30, 18h, Mhm. et ils restaient, on pouvait discuter, et c'était vraiment formidable. Et, l'avantage du coup du FRC, ça va être de développer de l'amplitude dans les secteurs dont finalement on a le choix. Soit on développe de la raideur, du coup on va apprendre d'abord au corps à modifier la longueur de son tissu passivement et pour que derrière, on a gagné 10-15 degrés, on apprenne à le contrôler. Soit à l'inverse, vous êtes une personne hyperlaxe, vous avez des amplitudes de malade.
Seulement, en actif, il vous manque 40 degrés d'actif sur vos amplitudes. Là, ça veut dire 40 degrés d'inconnu pour votre cerveau. Et du coup, l'objectif, ça va être d'apprendre à aller chercher ces amplitudes-là. Et d'ailleurs, au ballet à Sydney, ils ne font plus du tout de travail de souplesse. Ils font uniquement du travail actif. Une fois qu'ils ont, comme ils le font depuis tout petit, finalement, ils n'ont pas besoin de tirer fort. Il y a moins de lésions et c'est beaucoup plus simple pour garder les articulations centrées. Et ils sont capables de produire justement de la force dans de très, très grandes amplitudes. Et la dernière chose qui est à mon sens aussi importante, c'est le travail excentrique sur grande amplitude. Parce qu'on a cet aspect aussi modification tissulaire sous force, si tu veux. Et ça permet de créer des lignes de force un petit peu plus résilientes des tissus, de la capsule, de l'aspect musculaire dans des amplitudes qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et comme ça, le corps, il est plus ou moins préparé à certaines choses. Je pense que tu as fait un très, très bon résumé de l'idée, de l'approche du système. Est-ce qu'il y a peut-être des sports que tu vois, où tu penses qu'il pourrait y avoir un bénéfice monstre à utiliser ces systèmes-là, mais qui, pour l'instant, sont soit réticents à l'idée, soit qu'ils ont simplement pas pensé à aborder ce côté-là des choses? C'est simple, vous faites un sport de combat, faites du FRC. Surtout du sport appréhension. Vous faites de la gym, il faut faire du FRC. Vous faites de la danse, il faut faire du FRC. Ça améliore votre contrôle moteur, en fait. Sport de combat, de la danse, de la gym, là où on a besoin d'avoir quand même des amplitudes assez importantes, où on peut finalement être à même, en judo, vous avez le bras ici, si vous n'êtes pas capable de l'amener et que vous êtes que là, ça va être compliqué parce que quand le partenaire il va vous l'amener derrière, à un moment donné, soit vous allez tourner et vous faire immobiliser, soit vous allez vous faire péter le coude ou l'épaule. Donc, vous choisissez, soit vous devenez fort, soit vous perdez. Et c'est un peu ça. Donc, soit vous apprenez, ça peut être bien aussi, à ne pas prendre de clé de bras. Mais ça a un gros gain, je pense, dans ces sports-là. Javelot aussi, tous les sports de lancer. Parce que pour apprendre déjà le contrôle segmentaire gléno-huméral, scapulaire, thoracique, c'est hyper important. Là où il y a des sauts, vous allez devoir avoir à gérer aussi vos hanches. Donc ça, c'est, je pense, assez intéressant. Et moi, ce que je fais, en fait, je combine énormément FRC par ProFTS. En fait, je suis certifié ProFTS spécialiste. Il existe deux formats, traîneur et spécialiste. Et dans le spécialiste, en fait, c'est quoi l'idée? C'est de l'activation musculaire et la compréhension de la biomécanique du corps sur des chaînes musculaires, si tu veux. Et on apprend que, et en fait c'est en train d'être prouvé depuis globalement 2014-2015, il y a de plus en plus d'études qui sortent. Les bodybuilders le faisaient empiriquement, mais on peut sélectionner un faisceau musculaire par rapport aux autres. En gros, ce que j'arrête pas de répéter, c'est combien ça s'active par rapport aux voisins. C'est ça un petit peu la phrase clé de ProFTS spécialiste, c'est que pour chaque faisceau, il existe un angle dans lequel il y a une position d'activation préférentielle par rapport aux autres muscles. Et d'ailleurs, j'ai discuté de ça avec Andreo Spina, et finalement, il me dit, du coup, nous, ce qu'on fait, on fait varier. Donc, il y en a qui déterminent un nombre de faisceaux par muscle. Andreo, c'est simple, il fait encore différent. Et c'est la tendance que j'ai à faire. C'est OK, en fait, il va faire varier angle par angle, degré par degré. Comme ça, tu as tes lignes de tension qui se font degré par degré et tu as quelque chose qui devient de plus en plus résilient. Et après, tu peux l'adapter avec ton analyse vidéo de ton activité sportive. Et justement, moi, je combine ces deux outils pour me dire, OK, biomécaniquement, j'ai besoin de ça.
au niveau de ma capacité des tissus, j'ai besoin de ça. Ok, c'est parfait. Je vais essayer de lier les deux. Mhm. Et justement, je vais les placer dans telle position en isométrie. Ou alors, je vais les placer, si je vais avoir un peu plus de tissulaire, je vais avoir un peu plus d'excentrique. Et à un moment donné, je vais leur demander de verrouiller dans la position biomécanique que j'ai besoin. Mhm. Et etc. Et ça me donne tout un système propre à ce que je fais. Mhm. Non, c'est super intéressant et c'est vraiment quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais fait la formation, dans le sens où c'est quand Spina te l'explique, te le présente, ça coule de source en fait. L'idée Oui, de clairement. l'idée d'angle, l'idée de spécificité, l'idée de tension, de surcharge progressive, c'est en gros tous les principes de base de la préparation physique appliqués simplement à des situations très très précises. C'est ça. Par contre, c'est pas suffisant. Il faut pas non plus rentrer dans le truc. C'est suffisant pour préparer un sportif. Non. Mhm. Mhm. C'est très bien pour la réhab. C'est très bien pour préparer à certaines spécificités, et on le répète, articulaires et tissulaires. Mais une spécificité articulaire et tissulaire, ce n'est pas préparer un sportif à son sport. Euh, Tu peux déjà lui faire faire plus son sport, déjà. Et quelqu'un déjà qui pratiquera beaucoup son sport et beaucoup FRC, alors là, ça sera déjà pas mal. Et après, tu lui rajoutes de la préparation physique, que ça soit intégré ou dissocié, peu importe, en fonction des besoins. Et là, tu as quelque chose quand même qui commence à être très solide, quoi. Qui commence à être pas mal. Fred, j'ai encore deux questions pour toi. Je pense qu'on pourrait parler tout l'après-midi, mais on a tous les Ouais. deux des emplois du temps chargés, et donc ça sera certainement l'occasion de refaire ça dans les mois qui viennent. Comment est-ce que tu apprends? Euh, Bonne question. Euh, Beaucoup empiriquement. J'essaye beaucoup de choses pour moi. Alors, c'est un gros inconvénient. Parfois, c'est le crash test. Parfois, ça pardonne pas. Et surtout que je suis quelqu'un de, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un peu foufou dans ma tête parfois. Du coup, je monte très vite. Alors, parfois, c'est un peu fait ce que je dis, mais pas tout le temps ce que je fais. Euh, Je monte très vite assez haut les contraintes parce que j'aime bien voir assez rapidement ce que ça fait. Et alors, c'est pas forcément bien, mais ça me donne beaucoup d'infos sur ce qu'il faut pas faire parfois aussi. Mhm. Donc, c'est en partie comme ça empiriquement que je fais. Je lis énormément de choses, que ça soit Google Scholar, PubMed. D'ailleurs, ça fait chier en ce moment. Il y a Science Hub qui s'est fait un peu euh, chopé par les autorités, donc c'est un Mhm. peu compliqué d'avoir accès. On a accès à certains journaux, mais c'est pas tout le temps le cas. Mhm. Et après, tout simplement, je continue à me former continuellement, que ce soit sur du e-learning, que ce soit en formation présentielle. Et aussi, il y a un truc, et je tiens aussi, et toi, je te comprends dedans, euh, les podcasts, enfin, les interactions humaines, ça permet d'énormément grandir. Et alors moi, je tenais justement à te remercier. C'est pas parce que je le fais là, mais peut être en privé, mais j'en ai encore parlé avec mon collègue. C'est super ce que tu fais. Merci. Et c'est d'une très grande qualité. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est gratuit. Et avoir de la qualité gratuite, c'est pas courant. Et les gens, parfois, ils l'ont pas assez à l'esprit, mais il faut le mettre aussi en évidence quand c'est bien fait. Et du coup, voilà. Donc tout ça, ça Merci Fred. permet justement d'apprendre. Et il y a un truc, et ça, je fais chier tout le monde, il faut s'entraîner. À un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul et aller travailler, aller tester, aller expérimenter, se fixer des objectifs. Parce que c'est qu'en pratiquant, lire, c'est beau, théoriser, c'est beau, mais à un moment donné, il faut aller mettre en pratique ce qu'on lit. Et parce que justement, et pas le pratiquer une fois, hein, vraiment prendre le temps de pratiquer, justement, parce que euh, c'est en pratiquant qu'on va pouvoir faire les essais, les réussites.
Et surtout, ça permet d'engranger énormément de feedback, même si c'est sur nous. On est une seule personne, on n'est pas un pool de 1000 personnes, mais on a quand même beaucoup de sensations et déjà, on vit ce que font les personnes. Et il y a un truc, j'enseigne, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir pour tout ce qui est dépression et anxiété. Mhm. En fait, dans le coin, j'ai travaillé avec une psychologue, psychothérapeute où j'ai eu d'assez bons résultats et j'ai fait pas mal de recherches dessus où c'est plus la dose réponse est importante, plus les paramètres de dépression et d'anxiété diminuent, voire disparaissent, voire même la médication qui est associée. Donc Mhm. en fait, un des objectifs, c'est que je les pousse tellement dans leur retranchement que au fur et à mesure, il y a les circuits de récompense qui s'activent, etc. Alors c'est dur, ça fait pleurer parfois, etc. Mais avant ça, ben, je l'ai fait sur moi. Et parce que si on ne les fait pas sur soi, bon, on ne sait pas dans quel état on le vit. Et il y a une anecdote que je leur sors tout le temps. Je l'avais lu il y a très longtemps dans un Science et Vie. C'est un magazine, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas Oui, s'il est en oui. Suisse. C'était la théorie de la chasse d'eau. Je ne sais pas si tu la connais. Non, vas-y. L'eau qui va sortir de la chasse d'eau, c'est ton énergie. D'accord? Tu tires la chasse d'eau une fois, bah, tu as la majeure partie de l'eau qui coule. Bah, tu tires la chasse d'eau une deuxième fois, tu as toujours de l'eau qui coule. La chasse d'eau une troisième fois, tu as toujours de l'eau qui coule, un peu de moins en moins, mais il y en a toujours qui sort. Bah, c'est ça le principe. Je les amène loin dans leur chasse d'eau, si tu veux. Et, et on essaye de faire une chasse d'eau supplémentaire à chaque fois. Et c'est ça l'objectif avec cette population-là. Ça peut servir pour certains sportifs, mais justement, avant de le proposer, bah, je l'ai fait sur moi parce que bah, c'est une des choses les plus dures que j'ai connues. On a ce genre de choses dans les sports de combat. En judo, on a ce qu'on appelle les tatés, où en Mhm. gros, par exemple, pendant 45 minutes, tu restes au centre du tapis et tous les 4-5 minutes, tu as un gars frais qui te tombe dessus. Mhm. Donc, tu passes par des moments un peu durs. Et Euphémisme. c'est ça, surtout que si tu te dis, tu as 10 minutes de récup et tu te reprends un bloc de 45 minutes dans la gueule derrière. Mhm. Mhm. Donc, ça te fait naître des sensations qui sont indescriptibles, mais par contre, si tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas les transmettre. Et donc, la pratique, c'est ça. D'ailleurs, il y a un super bouquin qui est sorti, je ne sais plus des éditions, mais ça s'appelle Le secret de nos super pouvoirs. Mhm. C'est sur l'état de flow des sportifs. Ouais. Ben, ça résume un peu ça. En fait, quand on leur demande comment ils ont atteint l'état de flow, c'est dur à expliquer. Tu es dans une bulle et c'est un peu comme si tu voyais un peu au ralenti, tu as des frissons un peu dans le corps, mais il y a tout qui se passe, qui se connecte bien. Et si tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et ben, c'est un peu pareil pour notre pratique, que ce soit en kiné ou en prépa physique. Il faut vivre les choses avant de les proposer. Mhm. Mhm. Très bien expliqué. J'espère que ça aidera plus d'un auditeur à peut-être trouver des pistes pour continuer leur éducation parce que Dieu sait que c'est important. La première formation que tu fais, c'est comme passer le permis de conduire. Au début, tu apprends à passer le permis et après, tu apprends à conduire. Ouais, c'est exactement ça. Il y a tout qui paraît dur au début. Exactement. J'avais une dernière question pour toi et elle nous vient de Loïc. Loïc, un coach avec qui j'ai la chance de travailler également et qui suit ton travail de très très près. D'ailleurs, c'était une des personnes qui m'avait recommandé de te recevoir sur le podcast. Donc, Lolo, je sais que tu viens de Merci nous Loïc. écouter. Salut à toi. Et il avait deux questions. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour coupler tous les différents types d'entraînement, poids de corps, kettlebell, barbell, etc. Euh, hmm. Alors, ouais, j'ai un entraînement, je sais pas, il y en a qui appellent ça hybride, mixte, peu importe. J'ai fait plusieurs séminaires avec Ido Portal. Je ne sais pas si tu connais. Mhm. J'en ai fait trois avec lui. Et il y a une phrase clé que Ido il a dit. Le plus dur dans l'entraînement, c'est d'atteindre un objectif. Le plus compliqué, c'est de le maintenir. Par exemple, j'ai bossé 2-3 mois sur la traction à un bras. Euh,
Alors, j'ai expérimenté, c'est très traumatisant, du moins chez moi, mais c'est ce qui ressort chez la majorité, c'est très traumatisant pour le coude. Mhm. Du coup, je me suis un petit peu blessé au coude, mais ça allait. J'étais capable de sortir à peu près, entraîner 3-4 tractions en bras par côté. Mais le problème qui s'est confronté à moi, c'est que je ne pouvais pas continuer comme ça par rapport à l'aspect santé du coude. Mhm. Du coup, bah, c'est simple. C'est quoi une traction bras? Bah, c'est une très grosse traction lestée, si tu veux. Donc, je me suis dit, OK, il y a eu cette phrase d'Ido, on va essayer de réfléchir au transfert entre différentes modalités. Et bah, finalement, je n'ai pas fait de traction de bras pendant 1 an. J'ai fait uniquement beaucoup de traction lestée où là, j'avais pas mal au coude. Mais par contre, sur des angulations spécifiques. Déjà en supination Mhm. et main resserrée pour se rapprocher de l'angulation de la traction en bras. J'ai atteint un niveau qui est très correct puisque j'ai passé 75 kilos en traction lestée à, à la chest, à la poitrine. Mhm. Et du coup, je me suis dit, OK, bon, on va voir où est-ce qu'elle en est, la traction au bras au bout d'1 an. Et ben, bah, j'en ai fait une très facilement. Ça a été presque, je pense, une des plus faciles de toute ma vie. Et du coup, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Il faut essayer de trouver un transfert des qualités parmi tout le panel que l'on veut pratiquer. Exemple, là, tu as dû le voir, j'ai préparé la certification Strong First. Mhm. Et il y a un petit défi, un challenge qui s'appelle le Beast Hammer, où notamment on doit presser la 48 kg avec un bras au-dessus de la tête. Bon, je me suis blessé, peu importe. Mais du coup, j'aurais dû le préparer sur plus longtemps. Bref, ça va mieux. Du coup, j'ai fait beaucoup de presse. Eh ben, j'ai retesté le handstand en déficit. Le handstand press, donc c'est une pompe en équilibre sans mur Mhm. sur une box où on descend au maximum ou on remonte. Ben, j'en ai fait trois d'affilée. Et ce qui devient finalement le facteur limitant, c'est un petit peu la perte de la spécificité liée à l'équilibre sur les mains plutôt que la force, Mhm. parce qu'il y a un transfert des qualités. Donc en fait, le meilleur conseil, ça dépendra du niveau de pratique dans lequel tu te situes. Bah, moi, je dirais dans un premier temps, fais des cycles spécifiques sur les objectifs que tu vas atteindre. Une fois que tu as atteint ces objectifs-là, alors tu as juste à faire des rappels réguliers. Pas forcément toutes les semaines. Ça peut être 1 à 2 fois par mois. Mais Mhm. si tu veux juste maintenir, ça suffit largement. Et ça te permet en fait déjà de gagner du temps parce que bah, finalement, c'est des objectifs qui sont cool. Savoir faire le drapeau, savoir faire une traction en bras, c'est quand même cool. Ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir si on le maintient et si on apprend autre chose à côté. Mhm. Donc, moi, je dis, fixe-toi des objectifs durs, euh, difficiles à atteindre, mais une fois que tu les as, tu fais juste des rappels 1 à 2 fois dans le mois et tu fais par contre du gros travail de force sur des patterns proches. Et comme ça te permet de maintenir tes acquis sur le long terme et en parallèle, bah, ça te permet d'apprendre d'autres qualités physiques. Donc je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour progresser et perdurer. Deuxième partie de la question de Loïc. Est-ce que tu t'entraînes selon l'humeur du jour ou est-ce que tu as une planif qui est bien structurée toute la semaine? Euh, Si on prend les 5 dernières années, on va dire selon l'humeur, même si j'ai fait, tu as, bien sûr, hein, j'ai pas atteint la traction un bras ou les pompes en équilibre comme ça. Après, on a chacun notre background. Je me suis entraîné 4 heures par jour pendant X années. Forcément, ça laisse des traces sur nos niveaux de force, etc. Donc, c'est sûr que j'ai pas commencé le sport du jour au lendemain. J'ai eu un truc et c'est sous-estimé. J'ai eu la chance de grandir et je remercie mes parents pour ça. J'ai mon grand-père qui est décédé depuis. On avait
des vignes. Du coup, maintenant, c'est venu des champs. Mon premier voisin est à 1 kilomètre de chez moi. Et j'ai plusieurs hectares autour de la maison. Alors, on n'est pas une famille aisée, c'est juste que j'ai eu la chance d'avoir ça par rapport à mes grands-parents. Et du coup, bah, moi, j'ai pas grandi, j'ai jamais eu de console. J'ai eu, je crois, mon premier ordinateur, je l'ai eu à 13-14 ans. Mhm. Et en gros, ben, j'étais toujours dehors, à sauter les fossés, à grimper dans les arbres. J'avais une grange où en fait, je montais à la corde sans les pieds depuis l'âge de 5 ans. Enfin, Mhm. et forcément, ça laisse des traces, comme je dis, aussi pour plus tard. Et donc, si vous avez des enfants, enlevez-les de vos consoles. D'accord? Il faut les mettre dehors et il faut qu'ils expérimentent. Toujours sécuritairement, bien sûr, mais la sécurité, ça reste un gros mot. Ils peuvent se faire mal si ça reste mal contrôlé. Voilà, Mhm. ils se soignent et puis voilà. Ça fait partie intégrante de ma vie. Et les gens qui me connaissent, parfois, ils me disent que je suis tout le temps singe, mais c'est parce que ça fait partie de moi. Et, euh, et ça, c'est ce qui fait aussi que j'ai pu faire un peu au feeling. Alors, par contre, tu vois, j'ai préparé Strong First. Ok, certes, je me suis blessé parce que en gros, j'ai passé l'assertif, c'était quand? Le 28 mai, mais j'ai commencé vraiment à la préparer allez, euh, mi-mars. Tu vois, c'est très très court. Mais parce que d'un autre côté, ça me saoule de faire que ça. Mhm. J'aime faire beaucoup de choses. Alors, ce que je fais, en fait, c'est entre le feeling et la programmation, c'est je maintiens un fil rouge. Mhm. J'ai mon fil rouge et je sais que je veux progresser sur ce fil rouge. Et en fait, je fais de la surcharge progressive sur le fil rouge. C'est comme ça que je travaille. Mhm. Je fais surcharge progressive au fur et à mesure des semaines sur ce fil rouge et je bosse ce qui me fait plaisir à côté. Si je veux Mhm. aller à l'escalade, je vais à l'escalade, par exemple. C'est comme ça. Parce que, après, on pourra en reparler dans un autre podcast, mais la programmation, ça peut être un gros mot aussi. Est-ce que faire des programmations en bloc, c'est vraiment utile? Je ne suis pas sûr. Parce que si ton athlète manque de force, ça peut être bien, même s'il a une compétition, ben, peut-être qu'il faut juste qu'il soit fort encore, hein, c'est tout. Ouais, C'est non, vrai, je suis avec toi. Je pense il y a un entre-deux intéressant à c'est explorer, ça, comme tu dis. exactement. Garder le fil rouge, savoir vers quoi tu tends, mais pas nécessairement être, comment on dit ça, résolu dans tes objectifs, mais flexible dans ton approche. C'est Et donc, exactement tu ça. sais où tu vas, mais comment tu vas y arriver, eh ben, peut-être c'est selon un petit peu l'humeur du jour, c'est selon les disponibilités de l'athlète, le client avec qui tu travailles. S'il y a un petit truc qui coince à gauche, eh ben, peut-être que tu vas travailler à droite. Et tant que tu perds pas le nord, en fait, c'est ça. Il faut savoir où tu vas. Et si tu arrives bien à organiser ton approche et que tu sais que quoi qu'il arrive, avec les efforts que tu fais, tu vas dans le bon sens, au final, tu peux y arriver sans être ultra structuré et même presque restrictif dans la façon dont tu fais les choses. C'est exactement ça. La programmation, c'est vraiment quelque chose de très compliqué et je pense que personne n'a la réponse. Parce que euh, déjà, programmation chez un athlète sain, d'un athlète blessé, c'est pas pareil. Parce que déjà, bah, tu as la douleur, tu as la blessure, tu as la Mhm, lésion, mhm, etc. Euh, et après, on peut réfléchir, soit, et ça me vient de ProFTS, c'est qu'est-ce qu'a besoin la personne qui est en face de toi? S'il a besoin d'être fort, ben, deviens fort. C'est tout con, mais c'est vrai. S'il manque de contrôle moteur, ben, gagne en contrôle moteur. mhm, Mais d'un autre côté, moi, je bosse avec, par exemple, une grosse population avec qui je bosse en distance, c'est des crossfitters notamment. Ben, forcément, je vais mettre en place une espèce de construction avec un fil rouge. Mais d'un autre côté, le crossfit, c'est quoi? C'est constamment aussi varié. Donc, il va y avoir un fil rouge, mais de temps en temps, ben, il va y avoir un petit peu de choses variées. Et, et d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup de personnes, et notamment dans les crossfitters, qui me contactent parce qu'ils sont blessés.
Et du coup, ben, je dois tenir compte de ça. Et dans la programmation, ben, il y a la symptomatique aussi chez moi qui rentre en jeu. Donc, que tu bosses avec quand tu bosses avec des athlètes sains, ben, tout dépend aussi de comment l'athlète se connaît. Est-ce qu'il est novice? Est-ce qu'il est intermédiaire? Est-ce qu'il a un niveau avancé? Et quels sont ses enjeux? Tu ne parles pas quelqu'un qui fait les championnats du monde avec quelqu'un qui veut rester juste en forme. C'est pas. Et, et pour encore plus prendre un peu plus aux extrêmes, en kiné, tu as un patient. C'est un sédentaire qui reste assis toute la journée. Tu as beau lui faire le meilleur bilan possible, tu as juste à lui sortir les doigts du cul et à le faire décoller ses fesses du canapé, il ira forcément mieux. Et pourtant, on n'a pas besoin de faire des choses pointues. Mais par contre, plus le niveau augmente, plus il faut avoir un bilan précis et plus il faut avoir les compétences pour répondre à ce bilan précis. Tout dépend là où on se situe. Fred, c'était un énorme plaisir d'échanger avec toi de vive voix pour la première fois ici sur le podcast. Pour ceux qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Essentiellement sur. Alors, j'ai une page Instagram, c'est celle que j'alimente le plus, Fred Kos, et ça sera sous Real Physio. Et sinon, il y a ma page Facebook également au même nom. À savoir que la page Facebook, ça me saoule de plus en plus. Donc, je vais de plus en plus sur Instagram pour le moment. Voilà. Et Super, sinon, par mail, Sean, il pourra mettre le mail aussi. ouais, avec grand plaisir. Donc, vous l'avez compris, allez suivre Fred sur Instagram. En tout cas, grand merci à toi à nouveau, Fred, d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Merci encore à toi. C'était un très gros plaisir de te rencontrer et d'avoir échangé avec toi. Partagez et bon week-end à toi. Merci. Bon week-end aussi. Bon week-end à vous tous. Ciao.